Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, en a donné les premières impulsions le 31 décembre 2018 dans son adresse à la nation. Le programme social du gouvernement va renforcer les actions de l'État à impact direct sur la population. Parmi les 5 grands axes d'intervention, on peut citer la création de conditions pour le bien-être des populations en milieu rural, avec bien sûr un accent particulier sur la politique des filets de protection sociale ou simplement filets sociaux productifs qui enregistreront 100 000 bénéficiaires en 2019 contre 35 000 en 2018. RTI 1 reçoit à cet effet le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kone. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, monsieur. Durant les 90 minutes qui vont suivre, notre invité éclairera sur le thème principal suivant, filets sociaux, intensification et élargissement des bénéficiaires et actions de solidarité du gouvernement. Je ne serai pas seul dans cet exercice d'échange. Avec moi, Gabriel Zani, journaliste à la rédaction de RTI 1. Bonsoir, Gabriel Zani. Bonsoir. Gabriel et moi ne serons pas seuls non plus, car tout au long de cette émission, vous aurez la possibilité d'exprimer vos attentes par téléphone et Régis Kofi se chargera de recueillir vos questions au 22 40 12 58. Madame le ministre, filet de protection sociale, un concept d'ailleurs en application dans bien de pays. On peut citer l'Éthiopie, la Tanzanie, depuis une dizaine d'années, depuis une décennie. Pourquoi maintenant en Côte d'Ivoire? Pourquoi en 2017? Quel a été l'élément déclencheur? Les filets sociaux productifs ont été lancés en Côte d'Ivoire en 2015 et la mise en œuvre a commencé en 2017 parce qu'il fallait un temps pour élaborer les modalités de mise en œuvre du projet, un temps pour faire en sorte que lorsque nous lançons le projet, cela se fasse dans la transparence, cela se fasse de façon rigoureuse. Et donc tous ces mécanismes-là devaient être ajustés avant le démarrage effectif du projet. C'est une période de latence? C'est ce qui explique, on peut dire une période de latence, on peut dire un délai de carence, mais en tout cas c'est une période qui a permis de pouvoir mettre en place tous les mécanismes afin que quand on démarre, on ne s'arrête pas. Alors, et aujourd'hui, il est opérationnel. Ces précisions données, je vous invite à suivre cet élément de Davis Oyo, commenté par Sita Soro, qui fait le point de ce projet à ce jour. Après les crises survenues en Côte d'Ivoire, le gouvernement a entrepris plusieurs actions pour soulager et redonner de la dignité aux familles les plus pauvres. Parmi ces actions, le projet filets sociaux productifs, financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA par la Banque mondiale avec une contrepartie de 10% de l'État de Côte d'Ivoire. Un projet lancé en mars 2017. L'idée, permettre aux ménages les plus pauvres d'améliorer le niveau de consommation et d'accessibilité aux biens et services sociaux de base, notamment l'accès à l'école, l'amélioration de la nutrition dans les ménages et toutes choses qui favorisent la valeur ajoutée dans leur quotidien. Cette initiative du gouvernement se matérialise par l'octroi de la somme de 36 000 francs CFA remis tous les 3 mois à chaque ménage bénéficiaire. Ce projet pilote couvre 12 régions de la Côte d'Ivoire, dont 540 villages des zones centre, nord et ouest, avec au compteur 35 000 ménages impactés. Ce que nous avons constaté sur le terrain après la mise en route, c'est surtout les initiatives spontanées qui ont commencé à se manifester au-delà de l'amélioration du capital humain par la scolarisation, les soins de santé, la nutrition. C'est aussi que spontanément, dans le village, les bénéficiaires ont décidé de se mettre en association pour pratiquer des activités génératrices de revenus, acquérir des parcelles communes, cultiver qui du manioc, qui du maïs, qui de l'arachide. Cette allocation trimestrielle octroyée aux ménages les plus pauvres est le fruit de la politique sociale du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la redistribution des retombées de la croissance économique. L'identification des bénéficiaires s'établit à la suite d'une enquête diligentée en 2015 par l'ENV, enquête niveau de vie des ménages. Nous avons donc procédé en accord avec les autorités coutumières, avec les autorités administratives, le corps préfectoral, au ciblage d'un certain nombre de villages. Et au sein de ces communautés, au sein de ces villages, une enquête a été administrée
de manière à pouvoir classer les ménages des plus pauvres aux moins pauvres. Mais comme il s'agit d'une démarche statistique, il fallait faire en sorte que nous puissions corriger les erreurs d'inclusion et d'exclusion. Donc du coup, une validation communautaire, toujours avec les chefs coutumiers, avec les leaders des jeunes, des femmes, a permis donc de passer la liste au filtre de leur appréciation. Qu'est-ce que ça dit? Ils ont regardé ce qui a été généré par la démarche statistique et ils nous ont dit, tiens, celui-là effectivement mérite d'être dans cette liste parce que nous le connaissons, il est véritablement dans le besoin. Par contre ici, on pense que l'enquête qui portait principalement sur ce dont vous disposez dans votre environnement de tous les jours, l'enquête a pu se tromper. Donc on arrive au bout de ce processus-là à une liste, j'allais dire définitive, endossée par la communauté et c'est donc en accord avec elle que le projet procède au nom du gouvernement à l'allocation de ces transferts monétaires. Suite à cette politique de ciblage, le projet a connu une extension. Ce sont désormais 15 000 ménages additionnels qui ont été pris en compte depuis le début du mois de janvier 2019, portant le nombre de bénéficiaires de 35 000 à 50 000. Ces nouveaux bénéficiaires viennent des régions du Bélier, de la Maraoué, de l'Ifou et du Haut-Sassandra. Le gouvernement envisage poursuivre cette phase d'extension en vue d'atteindre 80 000 ménages fin 2019 et de passer au moins à 125 000 ménages d'ici à 2020. À ce jour, les paiements trimestriels représentent plus de 7 milliards de francs CFA. Alors, Madame le ministre, comme vous venez de le suivre, il a été expliqué les critères de sélection, mais dans des termes techniques, est-ce que vous pouvez revenir de manière très simple sur ce qui a permis de sélectionner, d'identifier les 35 000 ménages pour le projet de filets sociaux? Je vous remercie. La première chose importante à savoir, c'est que les filets sociaux concernent des ménages, ce n'est pas des individus. Concerne des ménages et principalement des ménages pauvres. Des ménages, j'allais dire, extrêmement pauvres. Il s'agit de personnes, selon une étude pour la Côte d'Ivoire, qui gagnent moins de 335 francs par jour. C'est le premier critère. Il s'agit donc, dans ces ménages pauvres, qui ont des enfants, donc des personnes qui ont moins de des ménages qui ont moins de 335 francs par jour et qui comprennent des enfants de 0 à 15 ans et ou des femmes enceintes. C'est le critère au niveau du ménage. Au niveau national, c'est un projet, comme l'a dit l'élément, qui couvre le centre, le nord et l'ouest. On peut caricaturer pour dire que ce sont les anciennes zones CNO, parce qu'à partir d'études, il a été démontré que ce sont des zones qui sont les plus pauvres de Côte d'Ivoire. Voici donc les critères d'éligibilité. Et une fois qu'on a cette couverture géographique, on adjoint le critère économique qui est celui de 335 francs par jour, comme j'ai dit. Et le troisième critère, c'est le critère de ciblage communautaire. C'est-à-dire que nous allons, si c'est le centre ou si c'est l'ouest, quand on arrive dans un village, c'est la communauté qui connaît, à travers une certaine classification, les personnes qui sont les pauvres des pauvres, c'est-à-dire les plus pauvres dans les villages sont identifiés par la communauté, les guides religieux, les familles réunies, etc. Voici comment se fait le ciblage. Il y a un premier tri, donc, pour me résumer, au niveau national, à travers des zones. Et pour le démarrage du projet, c'était d'abord 12 zones comprises entre le centre, le nord et l'ouest. Et aujourd'hui, nous en sommes à 16 zones et nous allons continuer pour couvrir l'ensemble du territoire national. Vous allez continuer, mais est-ce que ces critères sont évolutifs dans la nouvelle sélection? Est-ce qu'il y aura des changements? Est-ce que vous pouvez nous Bien sûr, donner les critères sont la primeur évolutifs, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Nous avons démarré le projet dans les zones rurales, du centre, du nord et de l'ouest. Et maintenant, le projet va s'étendre dans les zones périurbaines. Parce qu'on s'est rendu compte que la pauvreté, ce n'est pas seulement en milieu rural. C'est également en milieu urbain, dans certains quartiers dits précaires, dans certaines zones dites précaires. Et donc, le projet va s'étendre dans ces zones-là. Ça, c'est la première des choses, donc du rural à l'urbain. Mais le projet va s'étendre également sur l'ensemble du territoire national. C'est vrai qu'il y a des zones, il y a des poches de pauvreté
qui ont été identifiés au centre, au nord et à l'ouest. Mais dans le reste du pays, il y a également des pauvres. Donc, en plus du rural, du passage du rural à l'urbain, il y a la couverture nationale du projet. Gabrielle Zadni, vous avez certainement une préoccupation sur la question. Selon nos informations, il y a eu au moins 120 travailleurs sociaux non fonctionnaires qui accompagnent ce projet-là et qui accompagnent donc les ménages bénéficiaires du projet. Alors, comment se fait ce suivi-là exactement sur le terrain? C'est un suivi, je vous ai dit, c'est pour cela que nous avons mis 2 années pour démarrer, pour faire la mise en œuvre du projet. C'est un projet qui procède d'abord à l'éducation des populations. Parce que vous comprenez, il s'agit de 35 000 ménages, puis 50 000 et on va passer à 100 000. Mais dans le milieu rural, il y a des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Donc il faut une certaine éducation. C'est des personnes à qui on a gracieusement offert des téléphones portables. Tout le monde ne sait pas utiliser les téléphones portables. Donc les travailleurs sociaux ont pour mission d'accompagner ces personnes, toutes les personnes bénéficiaires, afin qu'elles sachent utiliser le téléphone, qu'elles sachent à quel moment elles doivent pouvoir retirer leur argent, comment retirer leur argent. C'est une technologie du moment que tout le monde ne connaît pas. Bien, en fait, je veux préciser ma pensée. La question que j'ai posée, c'est qu'on a 36 000 francs CFA chaque 3 mois. Chaque 3 mois, ça fait 12 000 francs par mois. Ça fait 12 000 francs par an. Alors, par mois. C'est 12 000 francs par mois. Par mois, ok. Alors, la question c'est comment ces travailleurs sociaux qui accompagnent ces ménages-là font leur travail pour essayer de leur donner peut-être des rudiments de gestion de ces fonds qui leur sont donnés chaque 3 mois. C'est la question. Mais je pense que on dit la même chose. 120 travailleurs sociaux non fonctionnaires ont été recrutés pour s'ajouter à des fonctionnaires qui faisaient déjà le travail d'éducation, de formation, de renforcement de capacités. Donc aujourd'hui, nous avons 400 travailleurs sociaux qui sont disséminés dans les zones d'intervention du projet pour accompagner les bénéficiaires du projet. Madame le ministre, est-ce qu'on peut assimiler cela à une sorte de service après-vente concernant ces travailleurs sociaux? Je ne peux pas dire service après-vente, c'est service en cours. C'est un service qui est continu. Parce que nous suivons le bénéficiaire jusqu'à terme. Parce qu'il y a un volet qui s'ajoute, par exemple, le volet activité génératrice de revenus. Mais il faut être avec eux pour savoir quelles sont les activités qu'ils veulent mener. Est-ce que ce sont des activités rentables? Est-ce que c'est des activités qui ne sont pas rentables? Quels sont les circuits? Quels sont les mécanismes? Tout ça. Donc, vraiment, c'est un accompagnement continu dans le temps. Les 35 000 ménages sont-ils d'avance reconduits dans les effectifs à venir? Non. Mais, enfin, ça dépendra des critères. Je pense que le plus important pour nous, au lieu de continuer à donner du poisson, c'est d'apprendre à pêcher. C'est pour cela que les travailleurs sociaux sont là pour l'accompagnement. Oui. Mais l'objectif à terme, c'est que ces personnes, je vous ai dit, qui sont classées parmi les plus pauvres, sortent de leur niveau de plus pauvre, donc puissent se prendre en charge. D'où la question de l'autonomisation. D'accord. Je vais vous prendre au mot, pour rester dans le registre de la pauvreté. On sait que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire a baissé. On est passé de 48% à 46% en 2016. Alors, si on applique ce taux à la population ivoirienne, on trouve en valeur absolue, c'est un nombre de 2 millions. Alors, 100 000 bénéficiaires, il y a certainement des efforts à faire, Madame le ministre. Non. Vous parlez du taux de pauvreté. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, selon des critères bien déterminés, selon des critères bien déterminés, le pauvre, c'est celui qui gagne autour de 700 francs par jour. 700 francs. Ce n'est pas la définition donnée par la Banque mondiale. Non, mais moins d'un dollar. Le dollar, aujourd'hui, le coût du dollar, c'est ça. Entre 600 et 700 francs par jour. $1,25. Oui, en tout cas, ça fait autour de 700 francs et ça fait, je crois exactement, 727 francs par jour. Ça, c'est le pauvre.
Et c'est ce qui correspond au taux de 46 dont vous avez parlé, qui a d'ailleurs diminué. Parce qu'avec les filiaux socioproductifs, on est passé de 48, en tout cas quand on arrivait en 2011, c'était 48, quelque chose, 48,1. On est passé à 46%. Mais aujourd'hui, on est autour de 41%. Le recensement général va se conduire et vous allez avoir les vrais chiffres en matière de pauvreté. Ça veut dire que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour diminuer le taux de pauvreté. Les personnes concernées par les filets socioproductifs, ce sont les personnes qui ne sont même pas dans cette catégorie de pauvreté, c'est-à-dire qui ne gagnent pas les 700 francs, mais qui gagnent moins de 335 francs, soit la moitié des 727 francs. Donc c'est cette catégorie de personnes qui n'est pas chiffrée à des millions. Ça, quand on a fait les calculs, ça fait autour de 8% de la population totale de la Côte d'Ivoire. Ça n'atteint pas 8%, toujours 100 000. Il y a une marge quand même qu'il faut combler. Mais c'est un phénomène de tache d'huile. Certaines personnes bénéficient. Et puis, au fur et à mesure, puisque moi je gagne, je sors. Celui qui est considéré comme très pauvre, parmi les 100 000, quand le premier bénéficiaire arrive à se prendre en charge, etc., on ne reste pas dans le taux de... On sort. Et d'autres personnes, c'est une chaîne de solidarité, en fait. C'est une chaîne de solidarité qui est mise en place. Je vous avais vu dans l'élément tout à l'heure, il y a des coopératives qui sont créées. Vous pensez individus, nous on pense communauté. Il y a des individus qui sont les plus pauvres, mais il y a également des communautés, des gens qui se mettent ensemble pour réaliser des actions. Et donc, à partir de ces actions, ben, ces personnes arrivent à se prendre en charge, arrivent à prendre en charge leur famille. Et quand on tient compte du fait que, quand je parlais tout à l'heure, vous parlez de 100 000, c'est 100 000 ménages multipliés par, dans certaines familles, il y a 7 personnes, il y a des familles de 10 personnes, il y a des familles de 5 personnes. Prenons une moyenne de 7 personnes, ça fait au moins 700 000. Vous voyez qu'on est dans les 8% dont on est en train de parler. D'accord. Le ménage, vous avez dit 5-6 personnes, 12 000 francs pour le ménage, ça revient à autour de 400 francs par jour. Pour toujours 7-6 personnes, c'est peu, Madame le ministre, quand même. Non, parce que nous ne voulons pas que les gens se complaisent dans une situation d'assistance permanente, éternelle du gouvernement. Il faut pouvoir, il y a un adage qui dit que quand on lave ton dos, il faut pouvoir laver ton ventre. C'est de l'argent qu'on leur donne pour les aider à sortir de l'état d'extrême pauvreté dans lequel ces personnes se trouvent. C'est de l'argent qui aide à améliorer le niveau, la qualité des repas, par exemple. Mais madame... Qui aide à se soigner, oui. Qui aide à scolariser les enfants. Et d'ailleurs, on parle de filets socioproductifs parce que pour que tu en bénéficies, si tu as des enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 0 et 15 ans, il faut déjà prouver que, par exemple, tu fais les vaccins. C'est pour apporter une meilleure santé à ta famille. Madame, ce n'est pas une assistance... Ce qu'il dit, par exemple, vous avez dit 36 000 francs chaque 3 mois. Alors, s'il faut, je vais dire, partager ce fonds-là qui est alloué à ces familles-là, comment vont-elles, ces familles-là, comment vont-elles s'en sortir? À vous écouter, on a l'impression que le bilan est carrément positif, madame. Le bilan est positif, madame. C'est justifié. Comparer la Côte d'Ivoire à d'autres pays. Le Niger qui est à côté, je ne dénigre pas, hein, je parle des chiffres. La Côte d'Ivoire donne 12 000 francs par mois par ménage. Le Niger donne 10 000 francs par mois par ménage. C'est en fonction du revenu du pays. Le Sénégal oui? donne 25 000 francs par trimestre. Je ne pense même pas que ça fasse 10 000 francs par mois. Donc... Non, mais on ne peut pas regarder les autres pays. C'est par rapport au revenu de la Côte d'Ivoire. Mais justement, par rapport au revenu de la Côte d'Ivoire, oui. Nous donnons 12 000 francs parce que le principe, c'est de permettre de sortir de ce niveau-là. Nous avons copié, par exemple, sur le Brésil. Au Brésil, c'est 13 000. En fonction du niveau du pays. Nous donnons 12 000. On n'est pas loin de là. Oui, mais c'est 12 000 qui s'accompagnent d'autres choses. Ces autres choses, c'est quoi? C'est un package que nous avons. Il y a la couverture maladie universelle. Donc, c'est des personnes qui sont soignées gratuitement. Ça, on ne compte pas. Oui, en fait, la question, c'est que 36 000 francs chaque 3 mois. Alors, comment ces personnes-là vont se soigner? Comment ces personnes-là vont scolariser leurs enfants? Se soigner, il y a la couverture maladie universelle. Oui. Alors, comment soigner? Oui,
se soigner pareil. Comment scolariser les enfants? Voilà, et tout cela. Mais 36 000 francs chaque 3 mois, il est en train manifestement de vous dire que c'est minime pour ces ménages-là. Ce n'est pas minime. Pour des personnes qui avaient 0 francs, pour des personnes qui n'avaient rien du tout, à qui on vient donner 12 000 francs, mais vous avez vu l'élément tout à l'heure, les merveilles que les gens arrivent à faire avec les 12 000 francs. Alors dites-nous, après 2 ans de réalisation de filets sociaux, donc dites-nous, quel est le résultat que vous avez obtenu de façon tangible? Plusieurs résultats. Je vous disais tout à l'heure, des personnes qui ne mangeaient pas du tout. Nous avons, grâce à ce fonds, à ce financement, nous avons pu améliorer la qualité de repas de certaines personnes. Nous avons amélioré le niveau de santé de certaines personnes. Nous avons amélioré le taux de scolarisation, je peux dire comme ça, si on peut parler de taux de scolarisation, en tout cas des personnes qui n'arrivaient pas à scolariser leurs enfants. Les enfants ne seraient pas partis à l'école s'ils n'avaient pas eu ce petit argent. Cet argent que vous considérez comme petit, mais c'est beaucoup pour ces familles-là. C'est de l'argent qui permet également, quand on se met en groupe, de réaliser des activités. C'est de l'argent qui permet de sortir de l'oisiveté. C'est de l'argent qui donne la dignité quand on est pauvre. 5 francs, ce n'est pas petit. Non, 5 francs, ce n'est pas petit. 12 000 francs, 5 francs, c'est pas petit. beaucoup. Madame, mais 12 000 francs permet à des gens de rêver. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui souhaitent intégrer ce groupe. Mais ce n'est pas possible parce que les critères sont bien définis. Il faut gagner moins de 335 francs par jour. Et puis, il faut que la communauté dans laquelle vous vivez, que cette communauté-là atteste que vous n'avez vraiment rien. Parce que nous mettons vraiment beaucoup de boulot pour éviter que tout le monde, parce qu'on a attrapé des gens, par exemple des instituteurs à la retraite, qui veulent avoir gratuitement de l'argent. Ce n'est pas de l'argent gratuit. Sur la question des résultats, on va être concret, Madame le ministre. On a eu une phase expérimentale de 5 000 ménages. On est passé à 35 000 ménages en 2018. Quel est le taux de succès? Il n'y a pas très longtemps, nous étions en train de parler de succès. Le taux de succès, de ce que j'ai compris, c'est 96,1%. 96,1%. Et je crois que ça, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais le gouvernement de Côte d'Ivoire doit se féliciter pour ce travail-là. Partir de rien, partir de zéro, pour pouvoir réaliser ce que je viens de décrire. Pour nous, par rapport à ces familles-là, bien sûr, c'est un exploit de l'État de Côte d'Ivoire. 96,1% de taux de réussite. Et qu'est-ce que vous avez pu identifier comme zone d'écueil? Les quelques zones d'écueil, c'est-à-dire les 4%, mais c'est vraiment c'est très minime. C'est des personnes qui n'ont pas compris que ce n'est pas une assistance permanente. Il y a des gens qui pensent qu'il faut prendre et puis tu t'assois. Tu t'en vas, tu manges, enfin, voilà. On t'entretient, quoi. C'est vrai, c'est beau, mais le temps de l'entretien pour l'entretien est passé. Aujourd'hui, chacun doit pouvoir réaliser quelque chose. Donc, les quelques 4%, même pas 3,9%, qui n'arrivent pas à se prendre en charge, pour moi, c'est 4%, c'est quelques 3,9% relève de cela. Des gens qui n'ont pas compris l'importance des transferts, l'intérêt des transferts. Et donc, les travailleurs sociaux les accompagnent à cela. Mais c'est en cela que, justement, on allait revenir sur la question des 120 travailleurs sociaux qui accompagnent ces ménages-là au lancement de l'opération en 2017. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas vraiment, par rapport à ce que vous dites, un autre travail qu'il faut faire? Parce qu'en fait, les populations, ce n'est pas seulement de pouvoir s'en sortir de la pauvreté, mais c'est aussi de pouvoir forger en elles une certaine pensée, une certaine façon de voir les choses, de pouvoir se battre. Est-ce que cette résilience-là, vous pensez qu'aujourd'hui, les travailleurs sociaux qui accompagnent ces ménages-là apportent suffisamment à ces ménages? Je vous ai dit que le taux de réussite est de 96,1%. Vraiment les quelques cas, ce n'est même pas lié... bon, il y a ceux qui n'ont pas compris du tout le fonctionnement, mais il y a ceux également qui n'arrivent pas peut-être à utiliser le téléphone, l'argent est dans leur téléphone, ils ne savent pas comment le faire. Voilà.
Mais vraiment, pour moi, on ne peut pas parler de... La capacité de résilience est telle que l'argent est effectivement utilisé par les ménages effectivement pauvres pour pouvoir se sortir de cet état d'extrême pauvreté. Alors, la situation est qu'on peut arriver à un résultat de 100%, à un succès de 100%. Même s'il reste 4%, ce sont des personnes qui sont toujours dans la situation d'extrême pauvreté, donc de vulnérabilité. Madame. Oui, mais bon... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour rattraper... une sensibilisation autour, qu'est-ce qui est fait? Ce nombre marginal. Le nombre est marginal, mais c'est le rôle de nos agents qui font le suivi sur le terrain, qui essayent d'accompagner, mais qui le font en relation avec les leaders communautaires, les chefs de village, les chefs religieux, pour expliquer le bien fondé de la mission à ces quelques personnes-là qui soit ne comprennent pas, soit ont des difficultés au plan technique. Les difficultés au plan technique, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la mauvaise utilisation du téléphone portable. Mon compte est bloqué, je n'ai pas pu retirer mon argent, donc ça fait que je pense que je n'ai pas d'argent alors que l'argent est là, etc. Voilà. C'est simplement ça. Faut-il le rappeler, les bénéficiaires de cet amortisseur social reçoivent 36 000 francs par trimestre, comme on l'a dit sur ce plateau, avec pour objectif leur prise en charge totale. Quel est le sentiment de ces bénéficiaires? Astou Touré a recueilli leur témoignage. Priva Mamiankwaku est agent communautaire dans le cadre du projet Filets socio-productifs. En cette fin de matinée, il a rendez-vous avec 26 bénéficiaires du projet pour une séance de travail. Il visite 15 villages et plus de 650 bénéficiaires qu'il accompagne dans la gestion de la location qui leur est octroyée. Ils reçoivent l'argent. Et il leur a été dit que cet argent devrait servir à nourrir le ménage, à envoyer les enfants à l'école, à produire les papiers des enfants, les extraits de naissance, et à produire eux-mêmes leurs papiers, ceux qui n'ont pas de carte nationale d'identité. 36 000 francs CFA par trimestre, c'est la somme allouée à chaque bénéficiaire. Kofi Konan en fait partie. Auparavant producteur de pâte de manioc communément appelée Placadi, pour avoir été victime d'escroquerie, celui-ci a abandonné cette activité. Il nous confie que l'avènement du projet Filets socio-productifs est un soulagement pour lui et sa famille. Il y avait des problèmes à cause des achats de Placadi que nous vendons ici. Nos partenaires, là, ils viennent prendre ça au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois sans donner la rue. Ok, ils viennent prendre ça à bas prix. Ça ne nous arrange pas. Jusqu'à présent, on a passé 1 an, 2 ans même. Il y a certaines femmes qui sont parties, on ne les voit plus. Quand le projet est venu, vraiment ça m'a soulagé. Avec ce que j'ai reçu, j'ai pris une part pour la scolarisation de mes enfants et puis la maison, la nourriture. Aya Rose est mère de 7 enfants. Sans soutien, faute de moyens, 5 d'entre eux ont dû arrêter les études. Elle doit la scolarisation de ses 2 derniers enfants à ce projet salvateur, nous dit-elle. Comme Kofi et Aya, ce projet a impacté positivement la vie de plusieurs autres bénéficiaires. C'est le cas de Alfred et de Raymond. Cette année, on a commencé à faire un peu de poulet. On a mis 300 têtes. On a vendu ça pendant la fête de janvier. Là. Ça nous a rapporté 500 000 francs comme ça. Et nous voulons faire un autre poulailler. Avec les filets sociaux, j'arrive à payer le sac de riz de mes enfants. Et puis je peux aussi avoir quelque chose pour pouvoir nourrir mes bêtes. Pour la plupart d'entre eux, ils en ont bénéficié au moins 7 fois. Et l'objectif du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est de les amener à se prendre en charge avant la fin du projet en 2020. Message bien perçu par les bénéficiaires. J'ai fait un champ de tomates et puis un champ de manioc, anacadin.
pour que quand le projet est fini, il faudrait que moi-même je puisse m'occuper de mes enfants. Ni au kataka nani, nka mata abenta potabula. Mi ni o nana ka dope, o benata ka o kanta bo fitini ke, bena fe nunu sanka bla, be nta boutique ke, ka nta deni nunu fle. Floni mbe banangu ke, mbe ku, mbe ku ke, mbe baranda ke, manganini mbake, asa mba bali kake. Les poulets bicyclettes là, ça est là en permanence, c'est comme une plantation qu'on a créée. Alors ces retombées pourra toujours venir aux besoins de ces femmes là. Et même après le projet, ça peut toujours nous maintenir. Le projet cible 35 000 ménages extrêmement pauvres ayant des enfants de 0 à 15 ans ou des femmes enceintes. Coût global du projet, 25 milliards de francs CFA. À ce jour, ce sont 882 villages qui ont bénéficié du projet filets socio-productifs. Alors voilà, je vous le disais au début de cette émission, Régis Kofi est au 22 40 12 58 et nous avons les premières réactions donc, des téléspectateurs. Madame Bernadette Kouassi demande à la ministre pourquoi pas plus de 36 000 francs par trimestre reversés donc, à ces ménages. Et M. Ouattara Abou, qui se trouve à Diaké, et lui, il souhaite savoir pourquoi les filets sociaux ont seulement été initiés dans le centre, le nord et à l'ouest du pays. Ok, ben, qu'est-ce que je peux répondre à cela? Celui qui dit... Insistant sur les 36 000. On insiste sur le montant des 36 000. Mais comme je vous ai dit, le gouvernement développe d'autres activités. C'est 36 000 francs plus d'autres activités qui permettent... C'est pour ça qu'on parle de filet social. C'est un ensemble d'actions et d'activités que nous menons auprès des ménages pour les aider à sortir de la pauvreté. Alors, il ne faut pas donner plus pour qu'on donne l'impression qu'on est des éternels assistés. Le minimum qu'on doit donner, c'est pour ça qu'on parle d'extrême pauvreté, le minimum qu'on doit donner, c'est à partir d'études. Le cas n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Le minimum qu'on doit donner pour la Côte d'Ivoire, c'est 12 000 francs par mois, soit 36 000 par trimestre, et c'est ce travail que nous faisons. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple d'autres pays qui donnent même moins que cela. Monsieur Abou Ouattara qui est à Diaké, lui se demande pourquoi l'Est et le Sud ont été, entre guillemets, oubliés. Je vous ai dit que c'est un projet qui a commencé suite à une étude. Le gouvernement n'a pas choisi les zones. Nous sommes en partenariat avec la Banque mondiale. C'est à partir de certaines études que le ciblage a été fait. Et les enquêtes qui ont été menées ont montré que les zones centre, nord et ouest sont les zones dont le taux de pauvreté était le plus élevé. On a parlé d'une moyenne nationale en son temps de 48%, en 2001. Mais en fait, ça c'est la moyenne nationale. Ces zones-là, par exemple, centre, nord et ouest, il y en a où c'était 56%, plus que la moyenne nationale. 50%, plus que la moyenne nationale. Et donc, c'est pour cela que ces zones ont été ciblées. Mais je vous ai dit, le président Ouattara, il est, je vais dire, miséricordieux. Il a décidé que le projet soit étendu sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, c'est vrai que le plus grand nombre de pauvres se trouve dans ces zones, d'après ces études, mais il y a également des pauvres, il y a des poches de pauvreté en milieu urbain, il y a des poches de pauvreté au sud, d'où l'intérêt que nous avons. Et il a décidé, il a annoncé que le projet soit national. Le projet donc va se dérouler dans toutes les zones où il y a des extrêmes pauvres. Tenez compte de la différenciation, extrême pauvre et pauvre. Voilà. Gabrielle Zadi. Alors, extrême pauvre et pauvre. Alors, madame, vous avez dit que ce projet-là est financé par la Banque mondiale en partie. Et il y a aussi l'État ivoirien qui contribue. Alors,
est-ce qu'on peut avoir les différentes contributions des deux partenaires, l'État ivoirien et la Banque mondiale? Je peux vous dire que dans l'ensemble, c'est un projet qui est de 20 milliards de francs CFA. 20 milliards de francs CFA que nous avons sous forme de prêt de la banque à la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire contribue pour 20% par rapport au salaire, par rapport à tous les mécanismes dont j'ai parlé. Et donc, le projet se déroule bien. Le projet finit en quelle année, Madame le ministre? Le projet est supposé, j'ai dit supposé parce que le président Ouattara a demandé d'aller au-delà. Pour lui, pour le président Ouattara, tant qu'il y a des pauvres, en tout cas tant qu'il y a des extrêmes pauvres, c'est-à-dire tant qu'il y a des gens qui gagnent moins de 335 francs par jour, le projet doit continuer. Sinon, dans le premier plan, dans la phase pilote, c'est un projet qui devrait s'arrêter en 2020. C'est un projet qui devrait s'arrêter en 2020. Donc 2017-2020, le projet devrait durer 3 ans. Parce que 3 ans, c'est suffisant pour sortir des gens de la pauvreté. Donc vous allez annoncer là une seconde phase du projet? C'est pour vous dire qu'il y aura une seconde phase du projet et donc on va passer à certainement plus de 20 milliards. L'élément qui est passé nous parle de 25 milliards plutôt. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Le montant excusez-moi, je peux me tromper, hein. Une contribution de la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA au lancement Oui, excusez-moi. C'est un projet, voilà. C'est un prêt de 25 milliards, effectivement. C'est la contribution de la Banque mondiale. C'est la contribution de la Banque mondiale. Et quel est l'apport de la Côte d'Ivoire? L'apport de la Côte d'Ivoire, c'est 20%. 20% des 25 milliards? 20% des 25 milliards. Et à ce jour, vous avez déjà absorbé combien? Le projet se déroule normalement. Donc, le taux d'absorption, il n'est pas... Non, on peut avoir quand même un chiffre, madame. Oui, on peut avoir un chiffre. Alors, vous travaillez à la mise en... La Côte d'Ivoire paie sa contribution. C'est pour cela que le projet marche. C'est pour cela que les bénéficiaires, d'autres personnes demandent à intégrer le projet. Mais il est bon quand même de savoir, d'avoir les chiffres. Alors, madame, vous travaillez à la mise en place d'un registre social unique des ménages pauvres et vulnérables. Alors, quels sont les enjeux de ce système-là? La mise en place du registre social unique répond au fait que nous avons, là on parle de filets sociaux, mais le gouvernement adresse un ensemble d'activités pour les personnes dites vulnérables. Nous avons les filets sociaux productifs, le ministère de la Santé a des projets pour les indigents, le ministère de l'Éducation nationale a des projets pour les indigents, etc., etc. Et donc, c'est toutes ces personnes-là, pour éviter pour éviter que les mêmes personnes aient toujours les mêmes choses, si je peux parler comme ça, ce registre permet donc d'avoir une base de données unique où sont enregistrées les personnes considérées comme pauvres de Côte d'Ivoire. De telle sorte que, quand le ministère de la Solidarité vient vous donner 12 000 francs au titre du filet social productif, un autre ministère ne vient plus vous donner de l'argent, toujours dans le cadre de la pauvreté. Alors, est-ce que je ne sais pas, je vais vous poser une question peut-être très simple que les Ivoiriens se posent sûrement. Est-ce que ce registre-là, il est en train d'être mis en place ou bien, je ne sais pas, il est encore en projet? Ce n'est pas un projet, ce n'est pas du tout un projet. Oui. Il est même en lien avec le registre qui est mis en place par... en fait, nous voulons avoir pour la Côte d'Ivoire une base de données commune de toutes les personnes vulnérables. Oui. Et donc, vous avez le projet électricité pour tous. C'est les personnes vulnérables qui doivent bénéficier du fait qu'elles payent 1 000 francs pour un abonnement. Cette liste existe. C'est les personnes vulnérables qui bénéficient de 12 000 francs. Alors, vous avez déjà toutes ces listes? Donc, il y a plusieurs listes. Oui. Il y a plusieurs listes. Et donc, nous voulons obtenir une seule liste. Et ce travail a commencé. C'est ce travail qui est en train d'être fait.
Avant d'aller à la deuxième articulation de notre émission, je voudrais revenir au téléphone. Je rappelle que c'est le 22 42 58. Cette préoccupation de M. Alexis Kwame, il est d'Azaguié, il demande, il a une proposition qui est la suivante. Pourquoi ne pas permettre aux personnes, aux ménages, donc, d'avoir des activités génératrices de revenus à la place des 36 000 francs qui sont octroyés, Madame le ministre? Mais je crois qu'il y a un problème. En plus, c'est-à-dire que les personnes qui reçoivent les 36 000 francs ont un accompagnement qui leur permet de se mettre ensemble pour réaliser des activités génératrices de revenus. Donc, le transfert est fait pour le ménage, mais plusieurs ménages peuvent se mettre ensemble parce que 36 000 francs, si 5 ménages se mettent ensemble, ça fait un petit pactole pour réaliser un champ communautaire, etc. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Et vous avez vu dans l'élément tout à l'heure, les personnes qui se sont mises ensemble pour faire des champs de tomates, etc., etc. Donc, je voudrais rassurer la personne que les transferts, nous faisons les transferts, c'est par mesure de 1, sécurité, 2, transparence, 3, efficacité. Aujourd'hui, il faut utiliser les technologies de l'information. On ne peut pas donner l'argent à un individu, on donne à un ménage via un téléphone portable, c'est bien tracé, on sait que tel jour, à telle heure, vous avez reçu tel montant. Maintenant, vous voulez vous mettre en rapport avec Pierre, Paul ou Jacques pour réaliser quelque chose, les travailleurs communautaires ou les travailleurs sociaux sont à votre disposition pour vous accompagner à cet exercice-là. Ça veut dire que les filets sociaux ne se limitent pas qu'au transfert monétaire? Ça ne se limite pas au transfert monétaire. En plus des transferts monétaires, il y a donc tout cet accompagnement dont j'ai parlé. D'accord. Deuxième partie de cette émission, le processus d'indemnisation des victimes. Alors, Madame le ministre, combien sont-elles les victimes identifiées en Côte d'Ivoire? Wow. Je voudrais vous dire que par rapport à la question de l'indemnisation des victimes, nous, ministère en charge de la solidarité, avons reçu de la CONARIV qui gérait au préalable le dossier des victimes, plus de 300 000 dossiers. 326 000 exactement dossiers que nous avons reçus. Ça veut dire que dans un dossier, il peut y avoir plusieurs victimes. Ou une victime peut, en fonction du préjudice, être dans plusieurs dossiers. Si je suis victime de viol, je suis dans un dossier A. Si je suis victime de pillage, la même personne peut avoir plusieurs préjudices. Donc, nous avons reçu 326 000 dossiers. Si on veut ramener à la crise post-électorale, nous avons 3 248 personnes décédées du fait de la crise post-électorale. Et nous avons autour de 1000 personnes blessées, mais à des niveaux blessés graves, je veux dire. Sinon, il y a plusieurs blessés. Donc, pour la crise post-électorale, c'est 3 248 personnes qui sont décédées. Toujours pour la crise post-électorale, il y a autour de plus de 300 000 personnes qui ont perdu des biens. Maisons, destruction de maisons, pillage, vol, etc., etc. Voici la situation par rapport aux victimes. Alors, oui, madame, depuis 1990, on sait que la Côte d'Ivoire a traversé de nombreuses crises sociopolitiques. Alors, de quelles victimes parlons-nous, madame? On parle des victimes de 1999, de 2000, de 2002, 2010. On va circonscrire un peu. De quelles victimes parlons-nous exactement pour satisfaire tous ceux qui nous regardent? Nous avons justement un projet de loi sur la table du gouvernement pour clarifier tout cela. La définition la plus simple, c'est toutes les personnes qui ont perdu un bien au nom de la Côte d'Ivoire. Le rapport de la CDVR nous demande de prendre en compte cette définition. C'est toutes personnes qui ont perdu quelque chose au nom de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, la CDVR recommande de partir de 1990. Donc les victimes sont toutes les personnes de 90
Jusqu'à maintenant, toutes les crises que nous avons connues entre 1990 et 2011, les personnes qui ont perdu quelque chose sont considérées comme des victimes. D'accord. Voilà. Alors, dans ce sens-là... Ça, c'est le sens large. Oui, oui, justement, on est d'accord là-dessus. Alors, dans le cas de l'indemnisation de ces victimes-là, on remarque que certaines victimes reçoivent 1 million, d'autres 500 000 francs, 100 000, 200 000. On veut savoir, finalement, madame, sur quelle base les victimes sont-elles indemnisées? Bien, je vous remercie. Nous avons un barème bien précis. Pour les personnes décédées, les ayants droit, c'est-à-dire la famille de la personne qui est décédée, perçoit 1 million de francs CFA. Et c'est sur l'ensemble du territoire, sans distinction de religion, d'ethnie, de profession, etc. etc. C'est 1 million de francs CFA pour les personnes décédées. Pour les personnes blessées, c'est 150 000 francs comme transport pour se rendre à l'hôpital avec le bon de prise en charge que nous remettons, prise en charge médicale et ou psychologique selon le problème qu'on a. Et là, on est soigné jusqu'à guérison ou jusqu'à ce que le médecin dise que bon, ça suffit. Il n'y a pas de cas où on donne 500 000 ou 150 ou 200 000, non. Non, vous savez, nous... Le barème est connu. 1 million pour les cas de décès, 150 000 francs pour le transport, plus la prise en charge médicale et ou psychologique. Maintenant, dans certaines familles, il arrive que l'ayant droit, il y ait des problèmes. Et un monsieur est mort pendant la crise post-électorale à 2 épouses. Si on donne à l'une, on crée des tensions. Si on donne à l'autre, on crée des tensions. Si la famille reconnaît que ces 2 personnes sont les 2 épouses du monsieur X qui est décédé, ben, on donne 500 000 à chacune. Mais 500 000 fois 2, ça fait toujours le million. D'accord. Alors, voilà. Madame, on va spécifier un peu. Les barèmes sont vraiment clairs. On va spécifier un peu. C'est vrai, il y a plusieurs victimes dans toutes les crises en Côte d'Ivoire ici. Il y a eu plusieurs victimes. Mais on a l'impression qu'on met beaucoup en avant les victimes qui, peut-être les ayants droit, hein, les ayants droit des personnes décédées ou encore les personnes qui ont perdu des biens et tout ça. Mais il y a des victimes qui ont connu des chocs psychologiques. On n'en parle pas. Prise en charge médicale et ou psychologique, je vous ai dit ça tout à l'heure. Madame, il y en a combien? Ceux qui ont eu des chocs psychologiques, il y en a combien? À ce jour, si nous prenons depuis 1990, oui, les personnes, il s'agit de 1391 personnes qui ont reçu des bons de prise en charge médicale et ou psychologique. Et pour ces bons, peu importe le sexe, parce qu'il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des personnes invalides, il y a des personnes âgées. Et au sein du ministère, nous avons une sous-direction chargée de la prise en charge psychologique, médicale et psychologique également. Voilà. D'accord. Madame le ministre, pour tenter d'illustrer tout cela, nous allons maintenant nous rendre dans l'ouest du pays, d'où notre correspondante Ève Boué nous propose un reportage justement sur l'indemnisation des victimes. Bouis Diomandé Henri, 70 ans, retraité, réside à Mans au quartier Grand Bapleu. Il a perdu un de ses fils en 2007. Blessé aux premières heures de la crise sociopolitique en 2003, il n'a pas survécu. En 2018, il a reçu un chèque d'1 million de francs CFA en tant qu'ayant droit dans le cadre du processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Une somme, selon lui, qui a servi à éponger les dettes contractées pour les soins de son fils disparu. Ils ont donné les 1 million pour enlever le crédit sur la tête. Parce qu'à Abidjan, on a dépensé presque 800 et quelques mille francs pour les dépenses de l'enfant. Dame Colette, autre victime des crises, habite le quartier Petit Bapleu de Mans. Son mari est décédé en 2003, alors qu'il fuyait les atrocités de la guerre. Veuve avec 3 enfants en charge, elle vivote grâce au petit commerce de vente d'huile rouge et de charbon de bois qu'elle exerce. Il y a juste 2 semaines, elle a été indemnisée à Guiglo à hauteur d'1 million de francs CFA. Avec l'argent que j'ai reçu, je vais agrandir mon petit commerce et continuer à m'occuper de mes enfants. Je remercie le gouvernement d'avoir pensé à nous. Lui, c'est Flan Michel Loy, cultivateur et maçon occasionnel, habitant du quartier Grand Bapleu de Mans.
Il a perdu sa mère pendant la crise. La somme d'1 million qu'il a reçue en guise d'indemnisation sera injectée dans les travaux de la construction de sa concession familiale. Quand l'État nous a fait face, on s'est dit quoi? Au lieu de manger, il fallait qu'on construise quelque chose pour que quand on voit le parent perdu. Parce qu'on dit Dieu merci, avec le peu qu'on a eu, ça peut avancer. Henri, Colette et Michel sont tous des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire de la région du Tonkpi qui ont été indemnisées. L'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, lancée en 2015 par le président de la République, prend en compte pour l'instant que les préjudices humains. Elle permet de soulager les victimes, de recoudre le tissu social fragilisé par plusieurs décennies de crise. Cela marque en outre la solidarité réconfortante de la nation avec les personnes qui ont souffert. Les victimes et associations de victimes apprécient. Leur processus, c'est très bon parce que ça essaie de diminuer un peu beaucoup de haine dans le cœur de chacun. En tout cas, vraiment, je remercie le gouvernement pour faire, parce qu'il n'y a aucun pays qui a pu indemniser ces victimes. Ça, il faut lever vraiment le pouce pour eux. Le fait d'indemniser les victimes, c'est bon parce que la personne oublie un peu. C'est une compensation pour donner l'espoir. Sinon, ça ne peut pas remplacer le parent perdu, ça ne peut pas remplacer ta jambe perdue. Mais au fait, c'est un espoir. Et puis c'est pour dire, appeler les gens à pardonner. Il faut résolument aller à la réconciliation. Cependant, certaines plateformes de victimes, en l'occurrence celle de la région du Tonkpi, dénoncent des irrégularités dans le processus en cours. Entre autres, les bons de prise en charge médicale refoulés dans certains établissements sanitaires. Et ce n'est pas tous les blessés qui sont pris en charge. Moi-même, actuellement, j'ai une victime que je connais qui porte un fer dans son pied et qui a du mal même à se déplacer. Il y en a même qui ont les pieds coupés, il y en a mais qui sont là, mais qui ne sont pas pris en charge. La plateforme des organisations des victimes du Tonkpi compte 25 000 membres et à ce jour, seule une centaine a reçu réparation. Alors, Madame le ministre, comme nous venons de le voir, M. Bouis, dans cet élément, vous a levé le pouce en guise de satisfaction. En même temps, Madame Voix souligne qu'il y a des difficultés dans la prise en charge médicale. Mais je vous remercie. Vous savez que pour la prise en charge, dans le processus de réparation des préjudices subis par les victimes de crises survenues en Côte d'Ivoire, concernant la prise en charge médicale et psychologique, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé, qui a mis en place tout un dispositif pour cette prise en charge. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand les victimes reçoivent les bons de prise en charge médicale et ou psychologique, elles doivent suivre les recommandations du ministère de la Santé, c'est-à-dire suivre le système de référence du niveau le plus bas jusqu'au niveau tertiaire, jusque dans les CHU. Et quand le médecin estime que ce n'est pas possible, on peut orienter dans des structures privées avec lesquelles nous avons des conventions. On peut même orienter à l'extérieur du pays. Nous avons quelques cas de personnes victimes qui ont été évacuées à l'extérieur du pays pour recevoir des soins. Mais le problème, c'est quoi? Certaines victimes reçoivent des bons de prise en charge médicale. Au lieu de suivre le circuit qu'on leur demande, ces personnes veulent suivre un autre circuit. Mais on n'a pas de convention avec une clinique. Vous voulez aller dans une clinique. Mais allez d'abord là où on vous a demandé de partir. Si maintenant on dit que les structures publiques ne peuvent pas faire quelque chose, c'est le médecin en charge de cela, parce que je remercie au passage le ministre de la Santé qui a, sur l'ensemble du territoire, désigné les personnes qui s'occupent spécialement des victimes. Mais il faut passer par ces circuits pour se faire soigner et non sortir du circuit et aller à des endroits où on ne peut pas contrôler. Voici ce qui se passe généralement. D'accord. En dehors de cela, toujours à l'Ouest, il a été hors micro dénoncé que le rythme d'indemnisation est lent. On a à peu près 25 000 victimes là-bas. Il y a eu 185 selon le compteur. Non, le compteur n'est pas juste. La première des choses, c'est que le compteur n'est pas juste. La deuxième des choses, par rapport au rythme, je vais vous expliquer que ce rythme, le président de la République, c'est son bon vouloir. Dans le droit international, peuvent bénéficier
de réparation de ce type les personnes victimes d'intégrité physique. Mais je vous ai dit, il y a aussi ceux qui ont été victimes de dégâts, de dégâts matériels, qui constituent 85% de la base de données que nous avons. Mais c'est comme le système d'assurance, c'est un mouvement de foule. C'est pendant une période de guerre, de tension, ce n'est pas pris en charge. Mais le président de la République, dans sa générosité, a dit, c'est vrai qu'on n'a pas de partenaire pour nous accompagner, mais moi, président de la République, pour mes citoyens, je vais m'occuper des personnes qui sont victimes d'intégrité physique, et donc les cas de décès, les cas de blessés, etc. C'est donc l'argent du contribuable, 10 milliards qui ont été remis comme fonds initial. Mais il faut mettre des garde-fous. On ne peut pas distribuer l'argent pour distribuer. Je vous dis que par rapport à ce système, nous enregistrons parfois beaucoup de faux. Des gens qui produisent de faux papiers. Un individu décède, je vous ai parlé des ayants droit, et ils vont trafiquer des papiers pour se faire passer. Nous ne connaissons pas les victimes, nous recevons des listes. Nous avons une base de données où c'est marqué l'individu tel est décédé et voici la personne selon la famille qui doit bénéficier. C'est la Commission nationale d'enquête et la cellule spéciale d'enquête et d'instruction qui nous a transmis les premières listes, par exemple. Mais ils vont trafiquer des papiers pour se faire appeler telle personne. Nous ne sommes pas policiers, on ne peut pas savoir. Donc c'est d'autres victimes qui deviennent des gendarmes pour d'autres victimes qui viennent dénoncer ces victimes-là. Alors si on ne met pas les garde-fous, vous comprenez que d'autres personnes seront indemnisées à la place des vraies victimes. Et ce n'est pas l'objectif du président. Le président veut que l'argent aille aux vraies victimes et il a dit toutes les victimes seront indemnisées jusqu'à la dernière victime. Et ces vraies victimes qui ont été déjà indemnisées sont au nombre de combien? Ces vraies victimes qui ont été indemnisées sont au nombre de 3 455. À ce jour. Pour la crise post-électorale uniquement, il y en a 2768. 2768 pour la crise post-électorale. Mais en se référant au rapport de la CDVR, comme je vous ai dit, en partant de 90 jusqu'à maintenant, nous avons 3 455 personnes qui ont reçu réparation pour les cas de décès. Et pour les cas de blessés, il y a 1361 personnes qui ont reçu réparation pour le cas des personnes blessées. Et nous avons également, en plus de cela, nous avons également des prises en charge scolaires que nous donnons aux enfants des personnes décédées. Nous avons également des activités génératrices de revenus pour les veuves ou les veufs qui, à l'issue de ça, ont perdu tout pouvoir de se réaliser. Donc, pour leur dignité, nous les accompagnons avec des projets que ces personnes elles-mêmes présentent. Et donc, nous ne faisons que transmettre le projet à une structure, un système financier décentralisé qui leur donne cet argent sans aval, sans, etc., etc. Madame le ministre, on sait aussi qu'au niveau de la Cour pénale internationale, il existe cette justice réparatrice avec un fonds au profit des victimes. Alors, quelle est la coopération que vous avez avec ce fonds? Le fonds au profit des victimes, c'est un fonds dont bénéficient pour l'instant seulement 3 pays. Et les 3 pays, c'est la République démocratique, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et la République centrafricaine. Et en 2017, une mission du fonds, la coordonnatrice elle-même est venue en Côte d'Ivoire. Et à partir de séances de travail par rapport à la qualité de nos victimes, par rapport au type de préjudice, par rapport au type de biens que certaines personnes avaient, etc., la Côte d'Ivoire est devenue éligible. Depuis 2017, nous sommes éligibles au fonds CPI au profit des victimes. Alors, c'est un fonds pour faire les réparations comme nous le faisons. Alors, depuis que nous sommes éligibles donc de 2017 jusqu'à maintenant, nous sommes, ça fait juste 1 an, nous sommes en train de travailler avec le fonds CPI au profit des victimes pour avoir un agenda commun. Parce que ce sont les mêmes victimes. Mais à la différence que le fonds CPI s'adresse uniquement aux victimes de la crise post-électorale. Ce n'est pas les victimes depuis 90 et autres, c'est les victimes de la crise post-électorale. Donc les réparations qui vont se faire par le fonds CPI au profit des victimes vont se faire uniquement pour les victimes de la crise post-électorale. Et ce fonds va passer
par des associations, mais il faut être éligible. Et de 2017 à maintenant, d'après les travaux que nous avons, les séances de travail que nous avons eues, le fonds nous indique que seulement 2 associations sont éligibles. Pourquoi? Parce que les autres associations n'ont pas de papier. Bien, alors on va parler de ça justement. Vous le savez, vous avez reçu récemment Paulina Massida, qui est le conseil du bureau du conseil au niveau de la CPI, qui vous a rencontré justement dans les décisions judiciaires qui ont suivi le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Alors, madame, la question qui est très simple, ce qu'elle a dit, maître Massida, elle a dit que si les acquittés, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ne sont pas coupables, c'est-à-dire que s'ils ne restent pas en prison et que leur culpabilité n'est pas démontrée... Ils ne sont pas en prison, ne veut pas dire qu'ils ne sont pas coupables. Oui, je suis en train... C'est ce qu'elle a dit, que je vous reprends. Voilà, je reprends cela simplement. Alors, s'ils ne sont pas reconnus coupables au terme de ce procès-là, alors les victimes ne seront pas indemnisées. Alors, dans le cas du fond, comment cette collaboration va-t-elle se faire? Je ne pense pas que vous ayez compris ce qu'elle a dit. Parce que depuis 2017, vous pouvez nous éclairer, madame. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire est éligible au fonds CPI au profit des victimes. C'est ce que je viens de vous dire. Nous rejoignons les 3 premiers pays qui en bénéficient. Et donc, actuellement, nous sommes en train d'élaborer le projet d'assistance aux victimes. Le projet commun, puisque nous avons notre agenda. C'est qu'elle a dit, à l'issue, s'il vous plaît, c'est à l'issue de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire qu'un représentant du fonds CPI est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Maintenant, la Côte d'Ivoire a un représentant depuis l'année dernière, qui est M. Sangaré. Bien, mais donc, comment cela va-t-il se faire? Comment ce travail-là, comment cela va-t-il se faire finalement? C'est de l'argent qui est alloué, mais cet argent ne passe pas dans les mains du ministère, c'est de l'argent qui va être alloué pour l'indemnisation des victimes, mais dans plusieurs types de réparations. Réparation communautaire, réparation individuelle, activités génératrices de revenus, mais ça passe dans les mains d'associations et ou ONG légalement constituées. Le ministère va jouer le rôle du policier, faire le suivi, regarder, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que les victimes ont vraiment... Parce que nous sommes là pour garantir les droits des victimes. Est-ce que les victimes en bénéficient effectivement? Est-ce que ce qui est marqué dans le plan d'assistance, c'est ce qui est exécuté sur le terrain, etc. Voilà ce qui va se passer. D'accord. Alors, la question fondamentale est de savoir... Déjà, le fonds CPI, avec leur fonds, dans le renforcement des capacités, ils ont déjà décaissé 500 millions. Mais ce n'est pas 500 millions remis au ministère. J'insiste encore là-dessus. Je veux dire que nous sommes dans un processus qui est irréversible. Mais Madame le ministre, ça veut dire est-ce que ce fonds, le bénéfice de ce fonds est indépendant du verdict que pourrait prendre la CPI? Justement. Je ne peux pas lier les deux. Je ne sais pas qu'est-ce qui a prévalu. Ce que je peux dire, c'est en fonction des préjudices subis par les victimes de Côte d'Ivoire que ces victimes ont été les 3248 et les 1000 et quelques blessés et tous les victimes enfin, tous les préjudices de la crise post-électorale, c'est vraiment parce qu'il y a effectivité de préjudice et c'est en fonction de ces préjudices que le fonds CPI a choisi d'accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire. Tiens, je reviens encore sur le propos de maître Massida parce que je l'ai interrogée. Elle a dit qu'elle représente que 729 victimes. Elle l'a dit. Et c'est au cours de cet entretien-là... Vous mélangez les choses. Non, éclairez-nous, c'est juste pour que vous mélangez les choses. Voilà. Elle a peut-être, dans le cadre du procès, elle s'est peut-être adressée à 729 victimes pour trouver ses preuves ou rechercher ses preuves, je ne sais pas. Et je vous ai posé la question dans le cadre du procès, justement, Madame la ministre. Non, mais je ne peux pas... Elle est peut-être avocat de ses victimes, mais moi, je vous parle du fonds au profit des victimes. C'est deux choses différentes. Elle a peut-être 729 victimes qu'elle interroge ou auprès de qui elle mène des recherches, mais dans le cadre de la collaboration de l'État de Côte d'Ivoire avec le fonds CPI, pas la Cour pénale internationale, mais le fonds Cour pénale internationale pour les victimes, dans le cadre de cette collaboration, la Côte d'Ivoire est éligible pour toutes les victimes de la crise post-électorale. Il y a peut-être les 791
mais il y a au moins 3248 ayant droit de personnes décédées, il y a au moins 1000 blessés, etc. etc. Donc, c'est cette clarification à nous. Voilà, ça ne peut pas être en fait, on n'arrive pas à comprendre que vous parliez de 2768 victimes et en même temps, enfin, personnes qui ont besoin peut-être de réparation dans le cadre de 3248 personnes ont perdu la vie. Les parents de ces 3248 personnes doivent bénéficier de réparation, donc doivent recevoir les 1 million. À ce jour, c'est 2768 qui ont effectivement reçu les 1 million. Il reste donc autour de, je crois, 400, un peu plus de 400 qui n'ont pas reçu, mais pour plusieurs raisons. Ils n'ont pas reçu parce que soit les dossiers sont incomplets, ils n'ont pas reçu parce que la famille ne s'est pas encore entendue sur l'identité de la personne qui va effectivement recevoir le million, ils n'ont pas reçu, voilà, pour plusieurs raisons. Alors, madame... Mais ces personnes sont éligibles au fonds CPI au profit des victimes. D'accord. Ces personnes sont indemnisées en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le fonds CPI vient cumulativement à ce qui a été perçu déjà ici? Oui, c'est cumulatif. Expliquez-nous comment ça se fait. Non. Ce que les victimes sont en train de recevoir actuellement, je vous ai dit, c'est l'effort du président de la République vis-à-vis de ses concitoyens. Ça, c'est l'effort du président de la République vis-à-vis des concitoyens. Mais le fonds CPI, c'est un fonds qui vient en plus. Qu'on ait reçu quelque chose de l'État de Côte d'Ivoire ou non, le droit international, c'est dans le cadre du droit international que ces personnes-là vont recevoir réparation. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un bonus, si c'est un supplément, mais le premier, c'est-à-dire ce que nous faisons, c'est vraiment à la discrétion du président de la République. Alors, pour qu'on soit vraiment au même niveau d'information, est-ce que les personnes qui ont déjà été indemnisées avec le fonds de la Côte d'Ivoire, est-ce que si la CPI, comme vous le dites, envoie ces fonds-là, les personnes-là, ces personnes qui ont déjà été indemnisées, pourront être encore indemnisées? Mais bien sûr, savoir. C'est leur droit. C'est le caractère cumulatif. C'est le caractère cumulatif, c'est leur droit. Et même, vous avez vu que même au sein même de la Côte d'Ivoire, parmi les 2768 qui ont déjà reçu, ils ont reçu les 1 million pour Diako, mais il y en a qui sont en train de recevoir, en fonction des projets qu'ils présentent, de l'argent pour mener des activités génératrices de revenus. Madame le ministre, avec du recul, est-ce que le processus d'indemnisation a-t-il vraiment impacté la vie des personnes concernées? Moi, je dirais oui. Le processus a impacté la vie des personnes concernées. Le premier impact, c'est le soulagement. Je crois que vous avez écouté l'élément tout à l'heure, ça a été dit. Le premier impact, c'est le soulagement. De savoir que dans ma douleur, quelqu'un vient partager ma douleur. L'État de Côte d'Ivoire apporte sa compassion aux personnes qui sont victimes. Ça, c'est le premier impact positif. L'autre impact, il peut être économique pour certaines familles. C'est vrai que la personne qui est décédée, même si on avait donné des milliards, la personne ne va plus se réveiller, malheureusement. Mais le million que les gens reçoivent, il y a des personnes qui ont pu réaliser des activités génératrices de revenus pour prendre en charge les orphelins qui ont été laissés par le fils ou l'épouse ou l'époux, la personne en tout cas qui est décédée. Bien. Est-ce que, comme dans le premier cas avec les filets sociaux et tout cela, est-ce que les fonds qui sont remis à ces personnes qui doivent être indemnisées ou bien qui sont indemnisées, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait pour que vraiment ces fonds-là soient utilisés à bon escient? Mais, bon, la famille est libre de disposer de l'argent comme elle l'entend. Nous faisons le suivi. Nous avons constaté que certaines familles, il y a plusieurs cas. Il y en a qui reçoivent, c'est un individu qui reçoit au nom de la famille. Il y en a qui préfèrent partager, c'est-à-dire s'il y a 10 personnes, 15 personnes, il y en a qui préfèrent partager. Il y en a qui préfèrent également prendre et exercer une activité, quand ce n'est pas des fonctionnaires, ou, voilà, qui préfèrent exercer une activité. Mais dans tous les cas, les bénéficiaires, c'est la famille de la personne qui est décédée. Et pour nous, le fait que ces personnes puissent sortir, être soulagées
et puissent réaliser des activités avec ce que nous leur donnons, pour nous, c'est important. On va revenir au téléphone où les téléspectateurs réagissent abondamment. Monsieur Youssouf Keïta, il est d'Anyama, il dit que son frère a disparu. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas? Je vous remercie. Dans les cas de disparition, nous avons plusieurs cas. Plusieurs cas dans les cas de disparition. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont été enterrées dans des fosses communes pendant la crise post-électorale. Donc quand c'est des cas comme ça, avec le concours du médecin légiste, avec le concours de la justice, c'est des personnes qui ont pu être identifiées. Et donc, symboliquement, la remise des corps, le gouvernement va remettre les corps, ou a remis, par exemple, le processus a déjà commencé, les corps aux parents. Mais vous avez des cas de personnes qui ont été brûlées vives. Le fameux article 300... C'est quoi le 125. Fameux article 125. Pétrole, 100 francs, allumettes 25. Il y a des personnes qui ont été brûlées vives. Donc, c'est fini. Les parents n'ont pas vu. Bon, le parent a vu ou n'a pas vu. Mais en tout cas, ces personnes-là ont disparu. Il y a des parents qui ne savent pas. Est-ce que mon parent vit... Enfin, des familles qui ne savent pas si le parent qui est perdu n'est plus là, vit encore, ne vit plus, est-ce qu'il a été tué, est-ce qu'il n'a pas été tué. Donc, pour ces cas, j'ai parlé du premier cas, pour ces cas de disparition, la loi, ça se fait au cas par cas, mais la loi en Côte d'Ivoire indique qu'il faut que la personne soit perdue de vue sur une certaine période avant d'être déclarée morte. Malheureusement, nous avons des cas parce que nous avons un comité... Une certaine période, madame. Excusez-moi, quelle période? Pendant combien de temps? 5-7 ans. Donc, quand nous avons commencé le processus, nous avons constaté, parce que c'est quand même depuis 2011, donc aujourd'hui nous en sommes à la 8e année. Nous avons un comité qui siège par rapport à la question des victimes. Mais dans notre fichier, beaucoup de personnes sont déclarées disparues qu'on retrouve après. Et quand c'est comme ça, il y a parfois de la tricherie. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont portées disparues, qui n'ont pas encore été retrouvées. Et je profite du micro pour vraiment dire yako aux familles, parce que est-ce que c'est des personnes qui ont été victimes de l'article 125 ou autre, on ne sait pas. Mais la justice est en train de faire son travail, afin de nous aider dans ces cas-là. Trouver des traces, trouver des pistes pour pouvoir retrouver ces personnes-là, en espérant que ce ne sont pas des personnes qui sont allées en exil. Parce qu'au départ, au début de la crise, on avait beaucoup de cas de disparition, mais en réalité, il y a des gens qui avaient passé la frontière, qui étaient allés dans d'autres pays, mais qui sont revenus. Voilà. D'accord, je rappelle que c'est une émission interactive et Régis Kofi qui reçoit donc les interventions des téléspectateurs nous fait dire que M. Alphonse Kakou, qui se trouve à l'épée, dit avoir mené toutes les démarches, mais il n'a pas encore été identifié. Il attend de vous certainement, Madame le ministre, ce qui pourrait advenir de son cas. Non, il n'a pas été indemnisé ou il n'a pas été identifié? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'identification. Indemnisé. Indemnisé. Parce que si c'est l'identification... Indemnisé. Voilà. Si c'est l'identification, je crois que vous avez tous été témoins. La CDVR a procédé à des identifications. Le président de la République a créé la CONARIV pour faire encore l'identification, les personnes qui n'avaient pas pu être identifiées par la CDVR. Et donc, ils ont prorogé, de prorogation en prorogation. En tout cas, aujourd'hui, quelqu'un ne va pas dire qu'il n'était pas au courant de l'identification. Monsieur Alphonse Kakou attend d'être indemnisé. S'il n'a pas été indemnisé, dans quelle catégorie se trouve-t-il? S'il se trouve dans la catégorie des personnes qui ont perdu un parent, il faut apporter la preuve. C'est vrai, il y a des noms dans la base de données, mais il faut apporter la preuve qu'on est bel et bien l'ayant droit de la personne qui est décédée. D'accord. S'il est blessé, il faut qu'il soit sur la liste, parce que nous on n'enregistre plus. Les listes sont déjà établies. Nous avons les documents, les dossiers. Et donc, il faut qu'il apporte la preuve qu'il est ayant droit de personne décédée ou bien qu'il est blessé.
et il recevra sa prise en charge médicale ou bien il recevra le YACO si quelqu'un de sa famille n'a pas déjà pris. Parce que nous avons une base de données, il y a la traçabilité, on sait qui a pris, quel montant, quel jour, le numéro de chèque, etc. Alors, vous avez parlé de la CDVA, justement, il y a une question sur cette structure. Kali Sébastien dit qu'il a, dans le temps, été recensé par la CDVA et il n'y a plus de suite concernant son indemnisation. Pour quel type de préjudice? Il faut toujours lier au préjudice. Pour quel type de préjudice? S'il s'agit des victimes de pillage, de destruction de biens, on a volé mon ventilateur, on a cassé ma maison, on a brûlé ma maison, on a volé mes habits, etc. Ce processus, je vous ai dit, ça c'est 85% de la base de données. Ça n'a pas commencé parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Dans le droit international, le plus important, c'est les cas de décès, c'est les cas de blessés, c'est la prise en charge des orphelins, les activités génératrices de revenus pour les veufs ou bien pour les veuves ou pour les personnes vulnérables. Point. D'accord. Pour être en parfait équilibre, on a allé à l'intérieur du pays, mais à Abidjan, ici, aux deux plateaux, Mme Chantal Quadio demande sur quelle base le montant des indemnisations a été fixé. Sur quelle base le montant des indemnisations a été fixé? C'est un montant symbolique qui a été décidé par... avant d'être là, j'étais coordonnatrice, directrice générale du programme national de cohésion sociale. C'est un montant qui a été décidé par le gouvernement. 1 million de francs décidé par le gouvernement pour les familles des personnes qui ont perdu la vie. Voilà, c'est le gouvernement qui a décidé. Quand on parle d'indemnisation, Madame le ministre, on pense, les esprits sont focalisés sur les victimes des différentes crises. Qu'en est-il des autres personnes touchées par des catastrophes? On a vu les inondations ou les immeubles qui s'écroulent. Ça, c'est le Fonds national de solidarité qui s'en occupe. C'est le Fonds national de solidarité. Voilà. Nous sommes le ministère, nous nous occupons des victimes en tant que ministère en charge de la cohésion sociale. Et pour les catastrophes, les sinistres, nous nous en occupons en tant que ministère en charge de la solidarité. Vous nous permettez donc d'utiliser cette dernière partie de votre intervention pour la transition par rapport à notre dernière articulation. Et donc, autre sujet important dans votre département, c'est le Fonds national justement de solidarité qui a été lancé en 2016. Dites-nous, Madame le ministre, quel est le montant de ce fonds? Le Fonds national de solidarité est doté d'un fonds de 1,5 milliard francs. 1,5 milliard de francs CFA. Alors, selon notre chaque année. D'accord. Selon notre reporter Astou Touré, plus de 50 infrastructures communautaires ont été réalisées par le Fonds national de solidarité. Elle est allée à la rencontre d'une partie de cette population cible pour mesurer l'impact de ce fonds. Konanko est un village situé à 50 km de Boaké dans la région du Béké. Dans cette localité de près de 800 âmes, autrefois pour avoir de l'eau, les femmes se réveillaient très tôt le matin. Mais surtout, il fallait sortir les muscles pour se procurer ce liquide vital et précieux. On sort à 4 h du matin, souvent comme ça, à 10 h tu peux avoir de l'eau. Je suis là depuis le matin, et je n'ai pas encore eu l'eau. Bon, j'attends. Si ça arrive à mon tour, épuisé. On pompe, en tout cas, c'est très dur. À présent, tout ceci est un lointain souvenir. Grâce au Fonds de solidarité nationale, le village vient d'être doté d'une pompe hydraulique à motricité solaire. Avant, c'était la pompe villageoise qu'on prenait pour puiser de l'eau. En tout cas, ce n'était pas facile. Mais actuellement, là, on vient, on attend. S'il y a le soleil, on peut avoir de l'eau. Le dispensaire également a été entièrement réhabilité et équipé. Le centre était d'un état de délabrement beaucoup avancé. On avait les inondations, on avait un problème d'étanchéité, il y avait également un problème d'éclairage, d'électricité. Et puis on avait la défaillance au niveau de tout ce qui était matériel. Voilà, les lits qui étaient défectueux, il y avait aussi le fauteuil, même le bureau de consultation qui était défectueux. Vraiment, nous sommes heureux et contents d'être là parce que non seulement nous avons reçu la climatisation et le climat est bon pour travailler. Quand nous venons ici, nous sommes à l'aise. On nous reçoit très bien,
On s'occupe de nos enfants très bien. Donc vraiment, nous sommes contents. Que je suis venue, la santé était bien propre. Ils m'ont bien reçu. Quand on vient à l'hôpital pour accoucher, c'est bon pour nous. Ce n'est pas comme avant où on accouche au village là-bas. Là-bas, à faire d'accouchement, on nous force pour pousser, pour faire ça pour l'accouchement. Maintenant, quand on vient à l'hôpital, on vient accoucher tranquillement. Conakry a aussi bénéficié d'un foyer polyvalent. En dehors de cette localité, ces infrastructures socio-communautaires, plusieurs autres régions en ont profité. En matière d'infrastructures, je pense que nous en avons fait plus de 50 sur les 2 dernières années. Pompes hydrauliques villageoises, réhabilitation de centres de santé, construction de foyers de jeunes, réhabilitation de centres culturels. Ce fonds est destiné à prendre en compte les infrastructures des zones qui ne sont pas concernées par les projets ordinaires de l'État. Grâce à ce fonds, des écoles ont été construites et équipées. Plus de 200 prises en charge scolaires octroyées à des familles vulnérables, une centaine de prises en charge médicales. Ajoutons à cela l'assistance apportée aux populations lors des sinistres causés par les pluies diluviennes. Alors merci donc à la réalisation. Madame le ministre, qui peut solliciter ce fonds et quelles sont les conditions d'accès? Merci. Le Fonds national de solidarité, c'est un fonds qui existe depuis 1999 mais qui sommeillait. Et grâce au président Alassane Ouattara, le fonds a été réactivé en 2016. Le fonds a été réactivé en 2016 et il est destiné à plusieurs catégories de personnes. Les catégories à faible revenu, les indigents, les sinistrés, les victimes de conflits, les victimes de catastrophes, les victimes de traite de personnes, les victimes de terrorisme, les victimes d'accidents collectifs. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, à Diaké, il y a un accident, on s'en va, et voilà. Les victimes, bon, en tout cas, toutes les agglomérations qui sont dépourvues d'un minimum d'infrastructures socio-économiques de base. Voici ceux qui sont destinataires, enfin bénéficiaires du Fonds national de solidarité. S'il vous était demandé, Madame le ministre, un bilan, que lirait-on à l'actif de ce fonds? Un bilan, je dirais que le fonds, il existe depuis 2016. En 2 années de fonctionnement, le fonds couvre l'ensemble du territoire pour plusieurs types d'actions ou d'activités. Nous avons les prises en charge médicales pour les personnes qui sont en situation d'urgence. Je crois que pour l'instant, nous avons 221 personnes qui ont bénéficié de prises en charge médicale au sein du ministère, en tout cas par rapport au Fonds national de solidarité. Nous avons les prises en charge scolaires pour les personnes indigentes. Et depuis sa création, 430 élèves ont pu en bénéficier de toutes les catégories, du préscolaire jusqu'au supérieur. Oui, Zani Gabriel. Oui, madame. Je peux dire également que par rapport à certaines situations, nous apportons assistance en vivre et en non-vivre à des personnes. Et aujourd'hui, 2600 familles sinistrées ont pu bénéficier du fonds à travers vraiment l'ensemble du territoire. Et puis, le fonds apporte aussi le sourire. Le fonds apporte le sourire pendant les périodes de fêtes, Noël, Ramadan, Tabaski, Pâques. Des ONG ou des familles qui manquent de moyens, des ONG qui demandent pour des familles, ou bien nous donnons directement à des familles ou à des enfants. Alors, oui, madame, quand je vous ai interrogé en 2017 sur la question du Fonds national de solidarité, vous avez dit que ce sont au total 1,5 milliard de francs CFA dégagés par le gouvernement pour... C'est ce que j'ai répété aujourd'hui. Mais non, je ne discute pas sur le chiffre. Je suis en train de vous demander tout simplement, madame, quel est le mécanisme de financement de ce fonds-là? Il y a un comité qui est mis en place, heureusement. Un comité qui est mis en place qui comprend, quand il s'agit de construire des infrastructures à impact rapide, qui comprend donc le ministère de la Construction. Quand il s'agit de prise en charge médicale, donc il y a les agents du ministère de la Santé. Quand il s'agit de prise en charge scolaire, il y a les agents du ministère de l'Éducation nationale et ainsi de suite. Il y a un comité d'une dizaine de personnes
Ce sont ces personnes, nous, en tant que ministère en charge de la solidarité, nous recevons les demandes. Et c'est le comité qui examine les demandes et qui indique la recevabilité ou non de telle ou telle demande. Autrement dit, le comité ne va pas vers la population, il est sollicité. Le comité est sollicité. Non, maintenant, pour les cas de catastrophe, là, on n'a pas besoin d'être sollicité. Le ministère va. Vous avez vu quand il y a des accidents collectifs, quand il y a eu des inondations, etc. C'est le ministère qui va vers ces personnes. Alors, madame, la question que peut-être les Ivoiriens se posent, on a les filets sociaux qui ont été lancés, c'est bien beau, un projet. Alors, le Fonds national de la solidarité également redynamisé en 2016-2017. Alors, est-ce que c'est vraiment efficace d'ouvrir autant de champs? C'est vrai, la solidarité, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Surtout que ce sont des secteurs qui ne génèrent pas de fonds, mais on investit. Madame, vous vivez en Côte d'Ivoire. Vous avez bien compris que le programme social du gouvernement est rentré dans sa phase, comment j'allais dire, de croisière. Il faut répartir les fruits de la croissance. Il faut redistribuer les fruits de la croissance. Il y a des gens qui ont les moyens, qui peuvent, à l'issue d'un accident, se prendre en charge, qui peuvent, à l'issue d'une inondation, reconstituer leurs biens perdus, reconstruire leurs maisons, etc. Mais il y en a qui n'ont pas les moyens. L'État de Côte d'Ivoire est là pour soulager ces personnes-là. Et c'est pour cela, et ce n'est pas de trop, et vous n'avez pas fini de citer. Vous avez cité les filets sociaux, vous avez cité le Fonds national de solidarité, mais vous avez également le Programme national de développement communautaire qui est fait également pour les communautés. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec tout ça? Sincèrement, madame. Bien sûr. Sincèrement. Tant qu'il y a des personnes vulnérables, notre objectif, réduire la pauvreté, partager les fruits de la croissance, apporter la compassion de l'État, redistribuer les biens, apporter le sourire aux Ivoiriens, quel que soit leur âge, leur sexe, voilà. Donc, vraiment, tant que ces personnes existent, l'État de Côte d'Ivoire fera son travail parce que c'est la mission qui a été assignée au gouvernement. Et le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, tient à cela. Il veille à cela. Oui, madame. Il ne faut pas que les Ivoiriens souffrent. Oui, les Ivoiriens ne doivent pas souffrir, justement. Sur la question. On met en place tous les mécanismes. Oui, en même temps, madame la ministre, s'il vous plaît, tous ces champs sont ouverts. Et c'est de l'argent. Et en même temps, les Ivoiriens, certains Ivoiriens disent qu'on n'a pas encore été indemnisés, on n'a pas encore, je n'ai pas encore été soigné, je n'ai pas encore été, mes enfants n'ont pas encore été scolarisés. Alors, madame, on veut savoir. On ne peut pas le faire. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que le ministère est efficace dans ce sens-là? Oui, il y a une efficacité. Nous avons dit que nous avons une base de données. Il y a une base de données pour le Fonds national, il y a une base de données pour les filets sociaux, il y a une base de données pour les victimes, etc., etc. On ne travaille pas au hasard. L'État de Côte d'Ivoire est au travail et fait du bon travail. Madame... Parce que nous voulons soulager les personnes vivant en Côte d'Ivoire, nous voulons apporter le bien-être. C'est un des piliers. C'est un des piliers du programme social du gouvernement. Apporter le bien-être, améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. C'est ce qui explique qu'il y a tous ces projets, toutes ces activités, toutes ces actions qui sont menées en faveur des Ivoiriens. Si ça n'existait pas, vous serez les premiers à dire que l'État ne fait rien. Maintenant qu'on fait, on dit qu'il y en a trop. Non, qu'est-ce qu'on fait? On veut juste savoir si c'est efficace, madame. Maria Toukone, vous êtes ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. On ne saurait terminer cette émission sans vous demander de faire le point sur la cohésion sociale, un autre chantier de votre département ministériel. Oui, effectivement, c'est un autre chantier. Mais je crois que pour le chantier de la cohésion sociale, nous avons pour mission de consolider la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons pour mission de minimiser les frustrations en Côte d'Ivoire. Et ça, tout se tient. Hein. Minimiser les frustrations, c'est ça aussi, apporter la solidarité, etc., etc. Nous avons pour mission donc de minimiser les frustrations, réduire les inégalités, réduire la pauvreté. C'est tout ça, la cohésion, créer l'harmonie entre les Ivoiriens. Et je peux vous dire que nous sommes en train de réussir. Nous sommes en train de réussir parce que nous avons mené plusieurs actions qui sont fortement appréciées par les Ivoiriens, qui réduisent les tensions sociales. Une des grandes actions, c'est celle qui a été menée par le président de la République lui-même, avec l'amnistie de 800 personnes qui étaient poursuivies dans le cadre de la crise post-électorale. Il y a également toutes les actions que nous avons menées pour faire revenir nos frères et sœurs qui étaient partis en exil,
du fait de la crise post-électorale. Il y a toutes les actions que nous avons menées, vous voyez, dans le cadre du processus de réparation des préjudices des crises survenues en Côte d'Ivoire, etc., etc. En guise de conclusion, je vous inviterai à cet exercice de projection, donc, de comment est-ce que vous voyez toutes ces actions que vous menez dans les mois à venir, parce que le PS Gouv, c'est l'actualité. Le PS Gouv, nous sommes situés dans les 12 points. Nous sommes un des 12 piliers du PS Gouv. Vous avez compris que ce sont des actions, des activités, des projets qui ont démarré pour la plupart avant. C'est des actions qui sont menées depuis. Mais c'est un coup d'accélérateur pour peut-être donner plus de visibilité à ces actions-là. Et donc le PS Gouv est bien en marche. Vous le constatez à travers toutes les actions qui sont menées, filets socioproductifs, programme d'autonomisation de la femme, c'est le projet SWED qui est également logé dans notre ministère, programme de développement communautaire logé également au ministère, fonds spécial d'indemnisation des victimes, fonds national de solidarité. C'est autant d'actions, de projets qui convergent vers l'amélioration du bien-être des Ivoiriens et qui ont pour objectif principal de consolider la paix en Côte d'Ivoire, baisser les tensions. Nous sommes à la veille d'élections. Nous voulons profiter de votre micro pour demander à tous les leaders politiques de baisser la tension, de mettre balle à terre, de faire en sorte que ce vaste programme PS Gouv qui est en train d'être mené puisse se réaliser, parce que si nous n'avons pas la paix, tous ces projets tombent à l'eau. Améliorer le bien-être, mais dans quelles conditions? S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas le faire. Et c'est l'objectif du président Ouattara. C'est pour cela qu'il a plusieurs cordes à son arc. Il actionne plusieurs projets, il actionne plusieurs fonds, il actionne vraiment, il met son agenda au service de la Côte d'Ivoire pour le bien-être de l'Ivoirien. Et nous devons saisir cette chance, saisir cette opportunité et faire en sorte que la paix soit durable dans notre pays et que 2020 se passe très bien. Et ainsi de suite. Merci, Madame le ministre, d'avoir été notre invité. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro de RTI 1 Reçoit, qui avait pour invité donc le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukouné. Nous avons parlé de filets sociaux, d'indemnisation des victimes et du Fonds national de sécurité. De solidarité. Merci, de solidarité, merci. Merci de votre attention. Restez sur la chaîne qui rassemble et à bientôt. Merci à vous.